Lorsque l'ancien chien policier Valor a été retrouvé recroquevillé au fond d'une cage, personne au refuge n'était préparé à ce qui allait suivre. Car en moins de 48 heures, ce berger allemand brisé allait déclencher une chaîne d'événements qui bouleverserait une ville entière. Une petite fille mutique depuis 6 mois allait prononcer son premier mot. Un père écrasé de culpabilité allait devoir affronter son passé. Et un secret profondément enfoui dans le système judiciaire allait éclater au grand jour. Mais quand Valor s'est soudain levé et a foncé droit sur Lily, tout le monde a compris que quelque chose d'inimaginable était sur le point de se produire. Ce qui s'est passé ensuite a laissé vétérinaires, policiers et juges en état de choc. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que la vérité derrière cette histoire va littéralement vous couper le souffle. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires, vous regardez cette histoire depuis quelle ville? J'adore voir jusqu'où voyagent nos récits. Le conteneur métallique heurta le sol en béton avec un fracas qui résonna dans tout le refuge animalier de Fresno comme un coup de tonnerre. Et à cet instant précis, la panique éclata. Valor surgit de sa cage comme une explosion vivante. 80 livres de berger allemand terrorisés fonçaient à toute vitesse à travers le couloir droit vers une petite fille figée de peur, incapable du moindre geste. « Au sol !» hurla quelqu'un. Le doigt de Owen Bradley se crispa sur la détente du fusil hypodermique. Juste en face de la fillette, Ethan Monroe, son père, se retrouva paralysé. Entre lui et ce chien, son ancien partenaire K9, celui qu'il n'avait pas vu depuis des mois. L'animal programmé pour mourir dans moins de 50 minutes. Une ambulance hurlait au loin, ses gyrophares projetant des éclats bleutés sur les murs blancs du refuge. Valor, les yeux fous, balayait la pièce d'un regard de bête traquée. Des cris résonnaient partout, et au centre de ce chaos, Lily Monroe, 9 ans, une enfant qui n'avait pas prononcé un mot depuis 6 mois. Depuis l'accident qui avait emporté sa mère. Mais maintenant, ses lèvres bougèrent. Un mot, à peine un souffle. « Arrête !» Valor glissa sur le ciment, les pattes écartées pour reprendre l'équilibre. Puis il se coucha brusquement, plaquant tout son corps contre le sol, avançant à plat ventre jusqu'à venir poser sa tête massive sur les petites baskets roses de Lily. Et soudain, le silence tomba. Un silence total, presque irréel. Mais pour comprendre comment 3 âmes brisées étaient arrivées à cet instant impossible, il faut remonter 6 mois en arrière et surtout comprendre que dans cette histoire, rien n'est dû au hasard. 6 mois plus tôt, la famille Monroe rentrait paisiblement après la pièce d'école de Lily. Ethan conduisait, Madison, sa femme, riait encore du rôle de narratrice que leur fille avait tenu avec enthousiasme. Puis la lumière rouge, le choc, l'impossible. Un conducteur ivre avait franchi le carrefour à près de 80 km/h. Ethan avait tenté d'esquiver, braquant instinctivement vers la droite, absorbant l'impact du côté passager pour protéger Lily. Madison n'avait pas survécu. Lily, physiquement indemne, avait tout vu. Et cette nuit-là, sa voix s'était éteinte. Le dernier mot qu'elle avait prononcé avait été « Maman ». Ethan Monroe servait depuis 12 ans au sein du département de police de Fresno, dont 5 comme maître chien. Dans toute la Californie centrale, il était connu comme l'un des meilleurs dresseurs canins des forces de l'ordre. 8 chiens avaient travaillé sous son commandement, mais Valor avait été le premier, et surtout, celui qui lui avait sauvé la vie. 5 ans plus tôt, lors d'une opération anti-drogue qui avait dégénéré, Valor s'était interposé et avait pris une balle destinée à Ethan. Le chien avait survécu et était devenu une légende locale, crédité d'au moins 12 vies sauvées au cours de sa carrière. C'était Madison qui l'avait baptisé Valor. Elle disait toujours qu'il était leur ange gardien. Lily avait grandi avec lui jusqu'à ses 7 ans quand Valor était retourné en service actif à temps plein. Mais après la mort de Madison, Ethan n'avait plus supporté tout ce qui lui rappelait sa femme, y compris ce chien qui représentait tant de souvenirs. Il avait donc demandé à quitter immédiatement l'unité K9. Pendant 6 mois, il n'était même pas retourné dans les locaux de l'unité. Valor, lui, avait été laissé derrière. Et Lily, enfermée dans son mutisme, ne faisait que dessiner des chiens. Toujours le même. Toujours un berger allemand aux yeux sombres, toujours Valor, même si elle ne prononçait plus son nom. La nouvelle psychologue de Lily, Dr Emily Carver, insista sur une idée. La zoothérapie. Parfois, la guérison vient d'une présence silencieuse. Avait-elle glissé à Ethan ? Lui, terrifié à l'idée d'un nouvel attachement, avait résisté jusqu'au bout. Finalement, il accepta, mais seulement l'adoption d'un chat.
Une créature discrète, sans danger, sans passé douloureux. Samedi matin, il se rendit avec Lily au refuge animalier municipal de Fresno sans avoir la moindre idée que Valor s'y trouvait. Sans savoir que son ancien partenaire n'était qu'à 48 heures de l'euthanasie. Sans imaginer une seule seconde que cette visite allait tout bouleverser. Le refuge grouillait de familles venues adopter. Ethan serrait la main de Lily tandis qu'il traversait la foule. La fillette restait neutre, le regard vide, absente au monde. À l'accueil, les accueillit Margaret Chang, Maggie, comme tout le monde l'appelait. À 65 ans, avec presque 30 années de service dans ce refuge, elle reconnaissait la douleur au premier regard. Elle vit la lassitude dans les yeux d'Ethan et la tristesse insondable dans ceux de Lily. « On cherche un chat », expliqua Ethan d'une voix maîtrisée à l'extrême. « Quelque chose de calme. Pour ma fille. » Maggie comprit aussitôt. Elle proposa de leur montrer la salle des chats pendant qu'elle préparait les formulaires. Ethan se tourna vers Lily. « Chérie, attends-moi un petit moment ici, d'accord ? Je reviens tout de suite. » Lily acquiesça comme elle le faisait toujours, sans un mot. Ce qu'ils ignorèrent tous les deux, c'est que Lily avait déjà capté autre chose. Les aboiements étouffés venant de l'arrière du bâtiment. Une porte entr'ouverte portant la mention « Personnel autorisé seulement ». Maggie, distraite par la pile de dossiers, avait oublié de verrouiller. Pour la première fois depuis des mois, Lily prit une initiative. Elle glissa à travers l'ouverture et disparut dans le couloir interdit. Les cages s'alignaient de part et d'autre. Des chiens joyeux, excités, d'autres abattus, résignés. Tous cherchaient une attention, un regard, une chance. Lily avançait lentement, ses yeux perdus scrutant chaque visage canin. Puis elle arriva au fond, une section isolée. Un panneau, quarantaine, ne pas approcher, une seule cage plongée dans l'ombre, et là, recroquevillé au fond, un berger allemand tremblant, Valor. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose se fit. Comme deux êtres reconnaissant en l'autre une même douleur, un même manque, une même solitude. Valor cessa de trembler. Lily leva la main et posa son petit doigt contre le grillage. Le chien, comme tiré par un fil, s'avança doucement. Son museau toucha le métal exactement là où reposait son doigt. Et Lily, pour la première fois depuis 6 mois, laissa ses émotions remonter. Les larmes coulèrent en silence. Et Valor se rapprocha encore. « Lily !» La voix affolée d'Ethan résonna soudain. « Elle est là-bas » cria Maggie. Ethan déboucha dans le couloir, vit sa fille devant la cage, et son cœur s'arrêta, car il reconnut immédiatement le chien. Valor, son chien, son partenaire, celui qu'il avait laissé derrière, celui qu'il avait abandonné. Valor reconnut Ethan lui aussi, ses oreilles s'abaissèrent, un gémissement lui échappa. Un mélange de confusion, de tristesse, peut-être même de reproche. Le temps sembla suspendu. Maggie rejoignit Ethan. « Oh non, vous le connaissez ?» Ethan, la voix brisée, répondit « C'est Valor, c'était mon chien. » Maggie entraîna doucement Ethan quelques pas plus loin, suffisamment pour parler sans que Lily entende. « Vous devez savoir ce qui se passe, » dit-elle d'une voix basse, tendue. Alors elle lui expliqua tout, la famille d'accueil, la morsure, la plainte déposée par Sarah McKinley, et surtout l'ordre d'euthanasie déjà signé. 8 heures, conclut-elle, c'est tout ce qui lui reste. L'ordre expire lundi matin à 10 heures, mais la direction veut aller vite. Trop vite, si tu veux mon avis. Ethan sentit son souffle se couper. Valor n'attaquerait jamais sans raison. Jamais. Je vous crois, répondit Maggie. Mais Sarah prétend avoir des témoins. Quels témoins ? Où ça ? demanda Ethan. Maggie lui montra le rapport d'incident. L'adresse de Sarah, un petit pavillon dans Maple Street. Ethan secoua la tête. C'est un quartier résidentiel. Impossible qu'il n'y ait pas de caméra. Ils n'ont pas enquêté, n'est-ce pas ? Non, souffla Maggie. Ils ont juste pris sa version. La ville veut éviter un procès. Et quand un chien est en cause, Ethan serra la mâchoire. Il jeta un regard vers Lily. Elle n'avait pas bougé, toujours collée au grillage, sa petite main posée sur le métal. Valor pressant son museau contre ses doigts. « Dr Hayes » appela Maggie. La vétérinaire du refuge, Dr Rebecca Hayes, approcha. « Vous devez voir ça » murmura Maggie. Rebecca observa quelques instants la scène entre Lily et le chien. Ses yeux s'adoucirent. « C'est la première fois que je le vois si calme, en 3 mois, confia-t-elle. Puis, à Ethan, « Il faut que je vous montre quelque chose. » Elle lui tendit le dossier médical de Valor contenant des photos prises lors de son arrivée. Des ecchymoses, des brûlures, des marques nettes laissées par un objet électrique. « C'est cohérent avec un bâton de bétail électrique », précisa Rebecca. « Et ça, ce sont des coups portés aux flancs et aux pattes, des lésions défensives. Ce chien s'est protégé. »« Est-ce que la ville sait ça ?» demanda Ethan, horrifié.
Le rapport a été envoyé il y a 3 jours, dit Rebecca. Personne ne l'a consulté. Ils veulent enterrer l'affaire, conclut Ethan. Ils veulent que ce soit rapide, qu'on n'entende plus parler de lui. Rebecca hocha la tête, impuissante. Ethan regarda de nouveau sa fille. Elle pleurait silencieusement, son front posé contre le grillage. Valor, lui, restait immobile, comme s'il craignait de la briser s'il bougeait trop vite. Était-ce possible que, malgré les mois et les traumatismes, le lien entre eux soit encore intact? Maggie posa une main ferme sur l'épaule d'Ethan. « Vous ne pouvez pas le laisser mourir, pas après tout ce qu'il a fait, pas après ce que votre fille lui traverse, vous devez vous battre. » Ethan ferma les yeux, envahi par la culpabilité. « J'ai déjà échoué une fois, je n'ai pas été là, ni pour lui, ni pour ma famille. Alors rattrapez-vous maintenant, » répliqua Maggie. « Cette petite fille pleure pour la première fois depuis 6 mois. Ce chien reconnaît votre voix malgré tout. Ça, Ethan, ça signifie quelque chose ?» Ethan retourna vers Lily et s'agenouilla à côté d'elle. « Chérie, tu te souviens de lui ?» Pour la première fois en semaine, elle leva les yeux vers lui. Elle hocha lentement la tête. Ethan caressa la grille. « Valor, mon grand, je suis tellement désolé. » Le chien gémit et lécha leurs doigts à travers le métal. Alors Ethan, les yeux brillants, murmura « Je ne t'abandonnerai plus, je te le promets. » Rebecca s'éclaircit la gorge. « Ethan, il faut agir vite. Tout ce que nous avons, ce sont des témoignages non vérifiés, des vidéos que personne n'a réclamées. Si vous voulez sauver Valor, il va falloir enquêter vous-même. » Ethan inspira profondément. « Je vais appeler Bradley. »« Vous allez enquêter ?» demanda Maggie, pleine d'espoir. « Je vais faire ce que j'aurais dû faire avant, me battre pour ma famille. » Ethan téléphona à Owen Bradley dès qu'il fut dehors. « J'ai besoin d'un service. »« Hors procédure. »« Dis-moi où et quand, » répondit Owen sans hésiter. Pendant 8 ans, ils avaient travaillé ensemble, la confiance était absolue. Ethan lui expliqua toute l'histoire, la famille d'accueil, la morsure, la plainte, l'ordre d'euthanasie et la découverte de Valor au refuge. « Bon sang, » souffla Owen. « Ethan, je ne savais même pas qu'il l'avait envoyé là-bas. »« Personne ne m'a prévenu, » répondit Ethan amer. « Tu vas m'aider ? J'arrive dans 30 minutes, avec son dossier complet. » De retour au bureau de Maggie, les 2 hommes étalèrent tous les documents sur la table. La carrière de Valor était exemplaire jusqu'à l'accident de moto ayant blessé son dernier maître chien, l'officier Jacobs. Le rapport décrivait l'intervention, une poursuite en centre-ville, un crash violent, des tirs, des explosions provenant du moteur du suspect. Jacobs projeté à plus de 10 mètres. Et Valor refusant de quitter son flanc malgré la chaleur des flammes et les détonations. Lorsque les secours avaient tenté de l'éloigner de son maître inconscient, il avait grogné, un grognement d'avertissement, pas d'attaque. Le psychologue du département avait émis une recommandation claire. Évaluation comportementale urgente, suspicion de stress post-traumatique. L'évaluation n'avait jamais eu lieu. Jacobs avait été transféré en Caroline du Nord pour sa convalescence. Valor, lui, avait été laissé derrière, délaissé, devenu un problème administratif. Owen avait fouillé davantage. Sarah McKinley, la prétendue famille d'accueil, avait déjà eu 2 incidents avec des chiens dans 2 autres États, 2 morsures, 2 euthanasies, 2 indemnisations importantes. « C'est un schéma », grogna Owen. Elle récupère des chiens en difficulté, les pousse à bout, provoque un incident et encaisse. « Pourquoi la ville règle sans enquêter ?» demanda Maggie. « Parce que c'est moins cher que d'aller au tribunal », répondit Owen. « Et les cas semblent isolés, jusqu'à ce qu'on mette tout côte à côte, ce que personne n'avait fait avant aujourd'hui. » Ethan regarda ses documents et sentit une détermination froide se former en lui. « On a besoin de preuves, vidéos, voisins, tout ce qui peut démontrer qu'elle a provoqué. On n'a que 46 heures. » Owen hocha la tête. « Alors allons-y. » Ethan se tourna vers Lily. « Chérie, je dois aller aider Valor. Est-ce que tu peux rester ici avec Madame Maggie ?» Mais Lily secoua immédiatement la tête. Elle pointa Valor, puis son propre cœur, puis Ethan. Un triangle, une famille. « Elle ne veut pas se séparer de lui, » murmura Rebecca. « Et je la comprends. » Alors ils s'organisèrent. Lily resterait au refuge avec Maggie et Rebecca. Valor resterait près d'elle. Ethan irait chercher la vérité. Avant de partir, Ethan se pencha vers sa fille. « On revient vite, garde Valor en sécurité. » Lily posa sa main sur la cage du chien. Puis elle serra la manche d'Ethan un instant, comme pour lui donner courage. Un geste si simple, mais qui n'était pas arrivé depuis des mois. Et dans les yeux de son père, une étincelle renaquit. À 14 heures ce samedi-là, Ethan et Owen se garèrent devant l'adresse de Sarah McKinley.
Un quartier paisible, maisons alignées, pelouses bien taillées, le genre d'endroit où tout se voit. Et où un scandale ne reste jamais secret, bien longtemps. C'est là que leur véritable course contre la montre commença. Ethan et Owen frappèrent à la première porte, celle des voisins directs. Un vieil homme ouvrit, méfiant d'abord, puis adoucit son expression en voyant les plaques aux policières. « Monsieur Patterson » demanda Owen. Le vieil homme hocha la tête et fit signe d'entrer. Sa femme Ruth, une petite dame énergique aux cheveux argentés, se leva aussitôt de son fauteuil. Lorsqu'Ethan expliqua la raison de leur venue, George Patterson eut un rictus amer. « Cette femme, rien que des ennuis depuis qu'elle a emménagé. On a appelé la ville 2 fois, mais ils ne sont jamais venus. » Ruth ajouta « Et ce chien, on l'entendait pleurer tous les soirs. Pas aboyer, non, pleurer, comme un enfant. »« Est-ce que vous avez vu quelque chose le jour de l'incident » demanda Ethan. George secoua la tête. « On l'a entendu, mais attendez, on a une caméra ?» Il les conduisit jusqu'à son bureau et ouvrit le flux vidéo enregistré. « J'ai envoyé ça à la police il y a 3 jours. Ils m'ont remercié. Puis plus rien ?» L'image s'afficha sur l'écran. Date, mercredi. Heure, 13h47. On voyait clairement la cour de Sarah McKinley. Valor était là, attaché par une chaîne courte qui limitait ses mouvements. Il se reposait simplement à l'ombre. Puis Sarah sortit de sa maison, tenant un objet métallique. On distinguait les pointes à l'extrémité. Une matraque électrique. Elle frappa Valor une première fois au niveau des pattes arrière. Le chien sursauta, tenta de s'éloigner, mais la chaîne le bloqua. Deuxième coup, cette fois sur les côtes. Valor se leva, paniqué, collé contre le grillage, n'ayant plus aucun espace pour fuir. Le troisième coup fut porté avec violence, Sarah se penchant pour mieux atteindre son visage. Le chien tenta d'esquiver, apeuré au-delà de toute mesure. Elle arma à nouveau la matraque. Au 4e geste, Valor réagit enfin. Non pas par agressivité, mais par instinct de survie. Il saisit son bras, relâchant aussitôt lorsqu'elle lâcha l'arme. Elle partit en courant. Lui se replia dans un coin, tremblant comme un animal martyrisé. Ethan resta figé un instant. Un silence lourd tomba. Owen murmura « Ce n'est pas une attaque, c'est de la légitime défense. Et encore, il s'est retenu. » Ethan hocha la tête, la gorge serrée. « Pourquoi ce fichier n'est jamais arrivé jusqu'au service d'investigation ?» Patterson haussa les épaules. « J'ai envoyé ça au policier qui a pris ma déclaration. Il m'a dit « Merci, on verra ça. » Après, silence radio. Le second voisin, Madame Martinez, une mère célibataire d'une 30aine d'années, les reçut timidement. « J'ai vu des choses », admit-elle en jetant un coup d'œil inquiet vers la maison de Sarah. Elle leur montra une vidéo envoyée via son téléphone. On entendait Sarah hurler « Allez, bouge, mords-moi, vas-y, je veux cet argent !» On la voyait renverser la gamelle d'eau de Valor en plein après-midi de chaleur. La sécheresse californienne ne pardonnait pas. Valor haletait, incapable de se défendre, cherchant juste à échapper à cette femme qui semblait décidée à le pousser à bout. « Je voulais appeler la police », confia Madame Martinez, « mais j'ai eu peur de représailles, j'ai 2 enfants. » Ethan posa doucement une main sur son bras. « Vous venez de sauver une vie, peut-être 2, merci. » Elle promit de leur envoyer la vidéo immédiatement. La 3e maison appartenait à un jeune couple, Daniel Chen, avocat d'affaires, et son mari, Milo, graphiste indépendant. Daniel les fit entrer aussitôt. Enfin, je pensais que personne ne prendrait cela au sérieux. J'ai commencé à enquêter moi-même. Il leur tendit un carnet rempli de dates, descriptions, observations. Cette femme a changé de nom. Avant, c'était Sarah Bennett. 2 affaires de morsure dans l'Oregon, une au Nevada, 3 chiens euthanasiés, 3 indemnisations, et elle ciblait systématiquement des animaux déjà en situation critique. Ethan sentit un frisson d'indignation glaciale. Owen feuilletait déjà les documents. Elle demande toujours à accueillir des chiens en difficulté, souvent proches de l'euthanasie. Comme ça, s'ils meurent, personne ne creuse trop. Exactement, confirma Daniel. Si un chien mordu doit être euthanasié, l'affaire s'arrête là, pas de contre-enquête. Pas de procès, juste une indemnisation rapide, une arnaque parfaite. Ils remercièrent le couple, puis regagnèrent leur voiture. L'après-midi touchait à sa fin, et les preuves s'accumulaient. Mais il restait à prouver pourquoi la ville avait validé l'euthanasie sans enquête. À leur retour au refuge, Lily était toujours assise contre la cage de Valor. Maggie leur lança un regard chargé de questions. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Plus que ça, » répondit Ethan. « On a de quoi rouvrir l'affaire ?» À mesure qu'il parlait, Rebecca approcha. Lily, voyant Ethan revenir, se redressa d'un bond. Elle courut vers lui et l'enlaça.
Un geste spontané, impossible à imaginer quelques jours plus tôt. Ethan sentit son cœur se serrer. Elle pointa ensuite du doigt Valor, puis son propre cœur, puis Ethan. Toujours ce lien invisible qui les unissait tous les trois. « Je sais, ma puce, souffla-t-il. On va le sauver. » Rebecca ouvrit la cage lentement. Valor recula d'abord, incertain, puis Lily tendit la main et il s'approcha, posant son museau dans sa paume sans hésiter. « Vous voyez ça ?» murmura Rebecca. « C'est de la mémoire affective. Ce chien l'a reconnu, malgré tout. » Lily entra dans la cage, s'assit contre le chien, et Valor l'entoura aussitôt de ses pattes avant, comme pour la protéger. Ils restèrent ainsi, respirant au même rythme, deux êtres brisés qui se retrouvaient. Pendant que Lily s'endormait contre Valor, Maggie confia à Ethan « Je n'ai jamais vu ça en 30 ans ici, ils guérissent l'un l'autre, il faut absolument empêcher cette euthanasie. » Ethan hocha la tête. « On va y arriver. » Mais une ombre se dessinait dans son regard. Les obstacles allaient être nombreux, trop nombreux. À 22h, Ethan s'assoupit sur une chaise en métal, veillant sur Lily et Valor. Et dans ce silence fragile, alors que le refuge se vidait, il comprit que la bataille ne faisait que commencer. Dimanche matin, à peine 7h, le refuge n'ouvrait pas encore, mais les pas lourds d'un homme résonnèrent dans le couloir. Maggie, en train de préparer du café, aperçut l'ombre se dessiner avant même qu'il n'apparaisse complètement. Son cœur se serra. Le capitaine Frank Wilcox, le supérieur hiérarchique direct d'Ethan avant son transfert. Et dans son visage sévèrement fermé, elle comprit immédiatement qu'il ne venait pas en ami. « Capitaine, le refuge n'est pas encore... Je ne suis pas ici pour une visite », coupa-t-il en avançant droit vers les enclos. Dans le fond du couloir, Ethan dormait encore, la tête appuyée contre le mur. Juste à côté, Lily et Valor dormaient l'un contre l'autre dans la cage, toujours enlacés. Le grognement doux de Valor, protecteur même dans son sommeil, résonnait à peine. Le bruit des bottes de Wilcox réveilla Ethan. Il bondit sur ses pieds. « Capitaine, qu'est-ce que vous faites ici ?» Wilcox ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur Lily, endormie contre un chien qu'il avait déjà condamné. Sa mâchoire se crispa. « Morrison, le procureur adjoint Macmillan m'a appelé hier soir. Le département juridique m'a informé que toi et Bradley menez une enquête officieuse, que vous interrogez des témoins, récupérez des fichiers sans autorisation. » Ethan serra les dents. « Capitaine, la ville s'apprête à euthanasier un chien innocent. Nous avons des preuves de maltraitance volontaire. »« Ce n'est pas ton affaire, » rétorqua Wilcox. « Tu n'es plus dans l'unité K9. Tu n'es plus affecté à ce dossier. Tu n'es même pas censé être ici. » Maggie s'interposa. « Capitaine, si vous aviez vu ce que ce chien a vécu... » « Madame Chang, je ne discute pas avec vous. » Ethan inspira profondément pour ne pas exploser. Wilcox continua. « L'euthanasie est avancée. » Un silence glacé tomba. Ethan sentit ses tripes se tordre. « Avancée ? À quand ?» La réponse tomba comme une pierre. « Aujourd'hui, 18h. » Maggie porta les mains à sa bouche. « Vous ne pouvez pas faire ça. L'ordre précise lundi matin. Vous n'avez pas le droit de... »« J'ai l'autorité nécessaire quand il y a un risque pour la sécurité publique. » Gronda Wilcox. Et je considère qu'une enfant dormant dans une cage avec un chien ayant attaqué une personne est un risque suffisant. Lily, réveillée par les voix, redressa doucement la tête. Valor se tendit contre elle, protecteur. Ethan sentit son sang bouillir. « Capitaine, vous êtes en train de protéger quelqu'un. » Wilcox détourna le regard une fraction de seconde, une seconde de trop. « Vous savez que Macmillan est impliqué ?» murmura Ethan. « Vous savez qu'il a enterré des preuves ? Vous le couvrez ?» Wilcox serra les poings. « La décision est prise. Vous devez quitter le refuge dans l'heure, toi et ta fille. Si tu tentes d'interférer avec l'exécution, je te suspends immédiatement. » Puis il tourna les talons et s'en alla, laissant derrière lui une traînée de stupeur et de colère. Lorsque la porte claqua, le silence revint. Un silence lourd, menaçant. Maggie se tourna vers Ethan. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Rebecca entra à son tour haletante. « J'ai tout entendu. On ne peut pas les laisser faire, mais pas après ce que ce chien a vécu, pas après ce qu'il représente pour Lily. » Ethan regarda sa fille, ses yeux immenses, pleins de peur, fixés sur lui. Valor se pressait contre elle, sentant son émotion. Il n'avait plus le droit d'échouer. Il inspira profondément et déclara « On va rendre cette histoire publique. On va alerter la presse. Le pays entier va savoir qu'un héros décoré est sur le point d'être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. » Maggie posa une main sur son épaule. « C'est notre seule chance. » Une demi-heure plus tard, derrière la bâtisse, Ethan téléphona frénétiquement à toute personne susceptible d'aider. Plusieurs journalistes ne répondirent pas. C'était dimanche, les rédactions étaient à effectif réduit.
Puis, enfin, Amanda Rodriguez, Channel 26 News. Ethan souffla de soulagement. Madame Rodriguez, je suis l'officier Ethan Monroe. J'ai une histoire qui concerne un chien K9 décoré, un héros qui doit être euthanasié ce soir sur la base d'un dossier falsifié. Et j'ai les preuves, un silence bref. Puis, Valor, le berger allemand, Ethan fronça les sourcils. Vous le connaissez ? J'ai couvert sa cérémonie d'honneur il y a 3 ans, répondit-elle, quand il a sauvé ses enfants d'une explosion. Elle reprit, plus urgente, « Donnez-moi l'adresse, j'arrive dans 26 minutes. » Pendant ce temps, Maggie mobilisa ses propres réseaux. Associations de protection animale, bénévoles, anciens employés du refuge, groupes Facebook locaux. Elle expliqua la situation en quelques lignes. Et ce fut comme déclencher un incendie sur de l'herbe sèche. En 30 minutes, le hashtag SaveValor commençait déjà à apparaître sur les réseaux. À 10 heures, Amanda arriva suivie de son caméraman. Le refuge grouillait déjà de quelques curieux, prévenus par les posts de Maggie. Ethan lui montra tout, vidéos, photos, rapports médicaux, témoignages d'abus, incohérences juridiques. Amanda filma, prit des notes, interviewa Ethan sur les marches du refuge. « Pourquoi ce chien mérite-t-il une chance ?» demanda-t-elle. Ethan prit une inspiration. « Ce chien a défendu cette ville pendant 5 ans. Il a risqué sa vie pour sauver 12 personnes, il m'a sauvé moi. Et aujourd'hui, parce qu'il a été torturé par une femme cherchant de l'argent facile, on veut l'abattre. C'est injuste, immoral et criminel. » Amanda hocha la tête. On voyait dans ses yeux que l'histoire la touchait profondément. Son reportage passa à l'antenne à 11 heures. En quelques minutes, les appels affluèrent au refuge. À midi, 3 autres chaînes locales se pointaient avec des caméras. Puis des médias régionaux. À 13h20, CNN appela Ethan. À 13h50, Fox News. À 14h10, USA Today. L'affaire explosait littéralement. Et c'est là que les choses devinrent encore plus graves. Owen appela Ethan à 14h30. Mauvaise nouvelle ? Macmillan organise une conférence de presse à 14h. Il veut reprendre la main et minimiser les dégâts. On doit s'y rendre. Ethan n'hésita pas. Il jeta un dernier regard à sa fille, blottie contre Valor. « Je reviens vite, ma puce. Reste avec Madame Maggie. Garde Valor près de toi. » Lily hocha la tête, posant ses mains sur la fourrure du chien, comme pour lui dire de tenir bon. Ethan et Owen montèrent dans la voiture et foncèrent vers la mairie. Ils n'imaginaient pas encore que ce qui allait se passer là-bas changerait tout. La salle de presse municipale était pleine à craquer. Des caméras alignées, des journalistes debout faute de siège, une tension palpable. Le procureur adjoint Macmillan monta sur scène, costume impeccable, sourire calculé. « Bonjour. Concernant le chien Valor, je tiens à affirmer que l'enquête a été menée correctement. Le chien a attaqué sans provocation. Pour la sécurité publique, l'euthanasie aura lieu ce soir. » Un brouhaha immédiat. Des questions fusèrent. Avez-vous vu les vidéos montrant l'abus ? Connaissez-vous le passé de la propriétaire ? Pourquoi l'enquête a été clôturée en 48 heures ? Macmillan maintint son faux calme. Les preuves vidéo ne sont pas authentifiées. Quant aux allégations contre la propriétaire, elles ne concernent pas ce cas. C'est alors qu'une voix tonna depuis le fond de la salle. Mensonge. Tous les regards se tournèrent. Ethan avançait dans l'allée centrale, le regard fixe, une liasse de documents dans la main. Macmillan pâlit, et la guerre éclata. Tous les regards se tournèrent vers Ethan Monroe, avançant au milieu de la salle comme une tempête silencieuse. Les caméras pivotèrent vers lui, les journalistes se penchèrent, les murmures s'arrêtèrent les nets. Macmillan perdit instantanément un demi-ton de couleur. Il n'avait clairement pas prévu d'être confronté publiquement. Ethan grimpa les 2 marches du podium et s'arrêta face au micro sans demander la permission. Sa simple présence imposait le silence. Il leva les documents. « Vous dites que l'enquête a été menée correctement ?» demanda-t-il, la voix calme, mais chargée d'une force maîtrisée. « Alors pourquoi ces preuves n'ont-elles jamais été examinées ?» Macmillan tenta. « Monsieur Monroe, ceci est une conférence de presse officielle, vous n'avez pas l'autorisation. Pourquoi n'avez-vous pas regardé ces vidéos ?» répéta Ethan plus fort cette fois. Le caméraman de Channel 26 zooma sur les documents. Ethan les déplia un à un. Une vidéo montrant que la propriétaire frappe un chien attaché. Une autre où elle déclare vouloir de l'argent. Un rapport médical indiquant des brûlures compatibles avec un bâton électrique, des voisins témoins. Et vous voulez que je croie qu'aucune de ces preuves n'a de valeur ? Macmillan se passa la langue sur les lèvres, cherchait ses mots. Ces documents doivent être vérifiés par des experts. Owen entra à son tour dans la pièce. Il brandissait une chemise cartonnée. « Et ça ?» lança-t-il en avançant. «
C'est votre nom sur les ordres de règlement rapide de 2 affaires précédentes, 2 cas dans lesquels Sarah McKinley, ou plutôt Sarah Bennett, a déjà obtenu des indemnisations après des morsures suspectes. Un frisson traversa la salle. Les journalistes se ruèrent avec d'autres questions. Vous connaissiez son passé? Pourquoi avoir approuvé un règlement sans enquête? Êtes-vous impliqué dans un système d'escroquerie? Macmillan tenta de sourire, mais ses joues tremblaient. Je refuse de répondre à des accusations sans fondement. Owen posa les documents devant lui. Alors expliquez ceci. Des virements bancaires de plusieurs milliers de dollars provenant d'une société écran appartenant à McKinley. Tous dans les semaines suivant ses précédentes affaires. La salle entière explosa, les caméras clignotaient, les journalistes hurlaient des questions. L'air vibrait de scandale. Macmillan tenta de quitter la scène, mais un homme entra juste à ce moment-là par la porte latérale. Un homme que personne n'attendait ici. Un juge à la retraite, maître George Patterson. « Pas si vite !» dit-il d'une voix tonitruante. Il s'avança, soutenu par son autorité naturelle, le genre d'homme qui n'avait plus rien à prouver. Il brandit un dossier épais. « Je viens de déposer une injonction d'urgence auprès du juge Chen. L'ordre d'euthanasie est suspendu immédiatement. Valor ne peut être exécuté aujourd'hui, ni demain, ni avant la tenue d'une audience complète. Le tribunal a pris acte d'un possible abus de pouvoir et d'une possible falsification d'enquête. » Un cri de soulagement éclata parmi les personnes présentes. Plusieurs journalistes applaudirent. Macmillan tenta « C'est irrégulier et totalement irrégulier ?» l'interrompit le juge Patterson. Ce qui est irrégulier, c'est un procureur adjoint qui ferme une enquête en 48 heures sans consulter les preuves, sans interroger les témoins et sans faire examiner un chien héros décoré par un vétérinaire comportementaliste. Ce qui est irrégulier, c'est qu'un animal ayant sauvé 12 vies soit condamné sans procès. Macmillan se raidit. Son masque poli s'effritait. Je demande un ajournement. Je dois consulter mon avocat. Faites donc, répondit Patterson. Mais dès à présent, vous êtes relevé de toute décision concernant ce dossier jusqu'à nouvel ordre. Macmillan quitta la salle sous une pluie de flashs et de sifflets. À peine la porte claquée, les journalistes se tournèrent envers Ethan. « Officier Monroe, que ressentez-vous? Qu'avez-vous prévu maintenant? Valor va-t-il être libéré? Votre fille a-t-elle vu le reportage ce matin ?» Ethan attendit que le brouhaha se calme, puis déclara « Ce n'est pas fini. Ce chien mérite un vrai procès, une vraie chance. Et ma fille mérite de ne plus perdre encore quelqu'un qu'elle aime. Nous allons nous battre jusqu'au bout. » La salle applaudit. Même les journalistes semblaient touchés. À 16 heures, Ethan retourna au refuge. Une foule s'était maintenant formée devant les portes. Des pancartes « Justice pour Valor ». Sauver ce héros, les chiens traumatisés méritent une seconde chance. Quand il entra, Lily bondit vers lui. Pour la première fois depuis l'accident, elle courut. Elle se jeta dans ses bras. « Papa, Valor, il va vivre ?» Ethan la serra très fort. « On a gagné du temps, ma chérie. Ce n'est pas fini, mais on avance. » Elle hocha la tête, puis fit signe à Valor. Le chien accourut immédiatement, posa sa tête contre elle. Une douceur profonde émanait de lui, comme s'il comprenait tout. Maggie arriva, essuyant des larmes. « On l'a vu à la télé. Tu as été remarquable, Ethan. » Rebecca ajouta « L'injonction nous donne au moins 72 heures, assez pour préparer une défense solide. » Owen entra à son tour. Son visage était plus sombre. « L'affaire prend une tournure plus dangereuse, » dit-il. « Macmillan a de gros avocats, ils vont se battre. Et surtout, Sarah McKinley a disparu. » Ethan écarquilla les yeux. « Disparu ? Voiture partie entre 2 et 3 heures du matin, téléphone éteint, elle fuit, ou quelqu'un l'a prévenue. » Rebecca posa sa main sur son front. « Sans elle, on risque de manquer la pièce maîtresse. »« On a les vidéos, » dit Maggie. « Oui, mais le tribunal va demander un témoignage direct, » corrigea Owen. « Et les avocats de Macmillan diront que tout est falsifié. » Lily leva alors doucement la main. Son geste était timide, mais ferme. Elle pointa Valor, puis la cour du refuge. Elle voulait sortir. Elle voulait marcher avec lui. Pour la première fois depuis des mois, elle demandait quelque chose. Ethan sourit faiblement. « Oui, ma chérie, on va l'emmener dans la cour. » Le soleil tombait déjà lorsque Lily s'assit dans l'herbe, Valor contre elle. Le chien tremblait d'abord légèrement. L'air libre le déstabilisait après tant de temps enfermé. Mais sous la main douce de Lily, son corps se détendit, son souffle ralentit, et son regard cessa enfin de chercher des menaces invisibles. Ethan les observait, les yeux brillants. Il alluma son téléphone pour enregistrer la scène. Lily caressa lentement Valor, puis de soudain, elle murmura quelque chose, un souffle fragile, presque imperceptible.
Maman l'aimait beaucoup. Ethan sentit son monde s'arrêter. Elle parlait, sa fille parlait, après 6 mois de silence total. Il s'approcha, accroupi devant elle. « Oui » murmura-t-il. Oui, elle l'aimait, plus que tout. Lily poursuivit. « Il est triste, comme moi. » Ethan étouffa un sanglot. « Je sais, mon trésor, mais il guérit, comme toi, ensemble. » Valor lécha doucement les doigts de Lily. Elle éclata d'un tout petit rire. Un rire qu'Ethan n'avait pas entendu depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié la sonorité. Rebecca et Maggie observaient la scène depuis la fenêtre, les yeux baignés de larmes. « Ça, c'est ce qu'on appelle une guérison », murmura Rebecca. « Alors, on ne le laissera pas leur prendre », répondit Maggie. Mais un message soudain sur le téléphone d'Owen changea leur expression. « On a un problème », annonça-t-il d'une voix sombre. Et ce problème allait changer le cours de l'histoire. « On a un problème », répéta Owen, son téléphone à la main. Une phrase qui coupa net le moment d'apaisement entre Lily et Valor. Ethan se releva doucement, posa une main apaisante sur l'épaule de sa fille, puis rejoignit son collègue près de la porte du refuge. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. Owen zooma sur le message reçu. Les avocats de Macmillan viennent de déposer une motion d'urgence pour annuler l'injonction. Ils affirment que Valor présente un historique d'agression basé sur un témoignage qui vient de sortir. Quel témoignage ? Ethan sentit son sang se glacer. Une déclaration sous serment d'un certain John Davis, affirmant que Valor l'a attaqué le mois dernier. Owen montra le document. Il dit qu'il promenait son chien quand Valor lui aurait foncé dessus et tenté de le mordre. Ethan blanchit. C'est impossible. Valor était avec l'officier Jacobs jusqu'à son hospitalisation. Puis au refuge, il n'a pas été en public. Je sais, dit Owen, sauf que, regarde l'adresse. Il agrandit le fichier. Le lieu de l'attaque présumée était une maison inhabitée depuis 2 mois. Un pavillon vide en vents et sans occupant. C'est un faux témoin, conclut Ethan. Une invention. Owen hocha la tête. Oui, mais sans preuve immédiate, la motion pourrait passer. Et si elle passe, Ethan ferma les yeux. Valor serait exécuté dès demain. On doit trouver l'identité de ce témoin. Et vite, dit Owen. Je suis presque sûr que c'est un complice de Sarah McKinley. Alors trouve-le, dit Ethan. Fouille les réseaux sociaux, anciens casiers, liens familiaux, tout. Pendant ce temps, Maggie rejoignit les 2 hommes. George Patterson vient d'appeler, souffla-t-elle. Le juge qui statuera demain matin sur la motion, c'est Kenneth Monroe. Ethan resta immobile. Mon oncle ? Maggie hocha la tête. Oui, il prendra l'affaire à 9h, il sait que tu es impliqué. Il veut éviter tout favoritisme. Owen comprit immédiatement. Ce n'est pas bon. Ton oncle est impartial. Beaucoup trop impartial. Il va être encore plus strict. Ethan passa une main sur son visage. Il va vouloir prouver qu'il ne me favorise pas. Il exigera des preuves parfaites. S'il sent la moindre faiblesse, il annulera l'injonction. Rebecca, qui venait d'arriver, ajouta « Pourquoi ne pas demander sa récusation ?» Owen secoua la tête. Si Kenneth se retire, ça part chez la juge Brennan. Il inspira profondément. Elle déteste les affaires impliquant des chiens dangereux. Elle signera l'euthanasie sans même lire les dossiers. Ethan sentit l'angoisse remonter. Alors on doit convaincre mon oncle. Oui, répondit Owen. Avec des faits, pas de l'émotion, pas de l'histoire de Lily, pas de la carrière héroïque de Valor, des preuves solides. Le problème, il n'avait plus que 12 heures. La nuit tomba sur le refuge. Maggie, fidèle à elle-même, sortit 2 vieux lits de camp de l'infirmerie et aménagea une petite pièce pour Ethan et Lily. La fillette refusa catégoriquement de dormir loin de Valor. Alors elle déplia son lit juste contre la cage du chien, posant sa petite main entre les barreaux pour toucher la patte du berger allemand. Valor plaça son museau exactement sous ses doigts, comme un garde du corps silencieux. Rebecca retrouva Ethan, assis devant des piles de documents. « Tu dois dormir un peu. »« Je ne peux pas, » répondit-il. « Je dois préparer mon argumentation, trouver comment contrer ce faux témoin, trouver comment convaincre Kenneth. » Rebecca s'assit à côté de lui. « J'ai connu beaucoup de chiens traumatisés, mais jamais un cas où un enfant en détresse et un chien brisé s'attiraient aussi fort. Vous 3 avez quelque chose de rare. Tu dois te battre pour protéger ça. » Ethan regarda sa fille, sa respiration lente, sa main agrippant doucement la fourrure de Valor. Il murmura « Je ne peux plus les perdre, ni l'un ni l'autre. » À 2h du matin, Lily fit un cauchemar. Son petit cri brisé déchira la pièce. Ethan se précipita vers elle, mais Valor avait déjà collé son flanc contre la cage, poussant doucement sa tête sous la main tremblante de la petite. Lily se calma presque immédiatement. Ethan se figea. Il ne comprenait pas comment, mais ce chien connaissait exactement les réactions de Lily, comme si leur traumatisme parlait un langage commun.
Il retourna à son bureau improvisé, la gorge serrée. Il devait gagner demain, il n'avait pas le droit à l'erreur. 6 heures du matin. L'aube pointait à peine sur Fresno. Owen surgit par la porte du refuge, l'air harassé mais déterminé. « Je crois qu'on a trouvé le témoin. » Ethan se leva d'un bond. « Qui est-ce » ? Carl Jennings. Petit escroc. Faux témoignage, falsification, usurpation d'identité. Et surtout, il est le petit ami de Sarah McKinley. Depuis 2 ans. Les photos sont publiques sur les réseaux. Il montra l'écran de son téléphone. Une photo apparaissait, Sarah et Carl posant ensemble, souriant dans un restaurant. « Ce sont eux », confirma Rebecca. Mais, comment prouver qu'il ment ? Owen afficha un autre document. Parce que selon les données du service postal, Carl était à Sacramento le jour où il prétend avoir été attaqué. Il pointa un reçu. Il a signé la réception d'un colis. Ethan prit une grande inspiration. « Parfait, on a la preuve. »« Pas totalement », répondit Owen. Le tribunal exige des preuves examinables. Pour présenter ça officiellement, il faut une vérification juridique. Et elle prendrait 24 heures. On n'a pas ce temps. Ethan baissa la tête. Alors ça ne suffira pas demain. Owen inspira profondément, puis ajouta « Il nous faudrait quelqu'un qui puisse réfuter officiellement toute possibilité d'agression. Quelqu'un qui était avec Valor à ce moment-là. » Ethan se redressa. « Jacobs ?»« Oui, » dit Owen. « Mais il est en Caroline du Nord. Il ne répond pas. » C'est alors qu'on entendit un grincement. Lily venait de se réveiller, elle s'approcha sans un mot et regarda Owen puis Ethan. Elle sembla réfléchir, puis écrivit sur un petit carnet « Et si, lui venait ?» Ethan hésita. « Chérie, il est à l'autre bout du pays. » Lily secoua la tête, elle prit un autre crayon. « Si Valor l'a sauvé, il viendra. » Ethan resta figé. Il n'avait jamais vu sa fille aussi sûre d'elle, comme si elle sentait quelque chose qu'eux ignoraient. Alors il tenta une dernière fois. Il appela « Numéro de Jacobs, boîte vocale encore. » Mais cette fois, il laissa un message de plus direct. « Jacobs, c'est Ethan. Valor risque l'euthanasie aujourd'hui. Le procureur a créé de fausses preuves. On a besoin de toi. S'il te plaît, si tu entends ce message, reviens pour lui. » Il raccrocha. « C'est tout ce qu'on peut faire, » murmura-t-il. Mais Lily secoua la tête. Elle retourna s'asseoir près de Valor, posa son front contre lui et murmura quelque chose que personne ne comprit. Et soudain, comme si le destin avait attendu que ces mots soient posés dans l'air, la porte du refuge s'ouvrit. Un homme en uniforme militaire entra. Ethan se retourna stupéfait. C'était Jacobs. L'officier Michael Jacobs, béquille à la main, uniforme impeccable, s'avança dans le couloir. Les rayons du matin se reflétaient sur ses décorations. Il avait volé à travers tout le pays dans la nuit. Lily, bouche entr'ouverte, se leva. Valor se redressa immédiatement, queue basse mais frétillante, reconnaissant son ancien partenaire. « Tu as laissé un message, » dit Jacobs en souriant faiblement. « Et un chien qui t'a sauvé la vie mérite qu'on fasse l'impossible pour lui. » Ethan sentit un poids immense se lever de ses épaules. « Tu peux témoigner demain ?» demanda-t-il. Jacobs hocha la tête. « Je peux faire mieux, j'ai les logs complets. Vidéo, traces GPS, enregistrement de garde. Valor n'a pas quitté ma base une seule fois ce mois-là. » Owen faillit éclater de rire de soulagement. « C'est exactement ce qu'il nous fallait. » Jacobs continua. « Et je témoignerai qu'il souffre de stress post-traumatique. Ce n'est pas un chien dangereux. Il est juste brisé, comme beaucoup d'entre nous. » Ethan posa une main ferme sur son épaule. « Merci Mike, de tout cœur. » Lily, elle, s'approcha timidement et toucha l'uniforme de Jacobs. Elle murmura quelque chose. « Tu vas le sauver ?» Jacobs sourit et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Non, Lily. » Il posa la main sur le dos de Valor. « C'est toi qui l'as sauvé. Moi, je ne fais qu'aider. » Dans quelques heures aurait lieu l'audience qui déciderait du destin de Valor. Et pour la première fois, Ethan sentit que l'espoir avait enfin un visage. Le palais de justice du comté de Fresno débordait de monde ce lundi matin. Il n'était pas encore 9 heures que déjà les couloirs bourdonnaient de journalistes, d'avocats, de citoyens, brandissant des pancartes « Justice pour Valor » et de curieux attirés par l'affaire qui avait enflammé les réseaux. Les vigiles peinaient à contenir la foule. Ethan sentait la pression monter à chaque pas qu'il faisait dans ce bâtiment froid où tout se jouerait en quelques heures. Lily serrait sa main tout contre lui, minuscule dans cette marée humaine. Valor n'était pas physiquement présent, des protocoles judiciaires obligent, mais il attendait au refuge, surveillé par une équipe vétérinaire et Maggie, prête à donner des nouvelles à tout instant. Dans la salle d'audience, numéro 4, le juge Kenneth Monroe, l'oncle d'Ethan fit son entrée. Sa stature droite, son costume parfaitement ajusté, son regard froid et méthodique, rien ne laissait deviner le moindre lien familial.
Il portait la justice comme une armure. Et ce matin-là, l'armure promettait d'être impénétrable. Audience pour la motion visant à dissoudre l'injonction d'urgence concernant l'animal dénommé Valor, déclara le greffier. Tous se levèrent. Le juge Monroe balaya la salle d'un regard tranchant comme une lame, puis son regard s'arrêta sur Ethan et Lily. Aucun sourire, aucun signe de soutien, rien qu'une neutralité glaciale. « Vous pouvez vous asseoir. » Lorsque les bruits de chaises cessèrent, il commença. « Avant tout, je veux préciser ceci. Le lien familial que j'entretiens avec l'un des participants n'influencera en rien ma décision. Je serai même particulièrement strict afin d'éviter tout soupçon de favoritisme. » Ethan hocha la tête, acceptant les règles du jeu. Lily, assise à côté, observait attentivement, son carnet serré dans ses mains. L'avocate représentant l'État, maître Sarah Cheng, ironie du nom oblige, s'avança. Costume impeccable, démarche assurée, sourire glacé. On devinait une professionnelle des litiges sensibles, capable de tordre la réalité jusqu'à la rendre méconnaissable. « Votre honneur, commença-t-elle, nous requérons la dissolution immédiate de l'injonction. Les faits démontrent un danger continu. Le chien Valor a un historique d'agression, dont une récente, attestée par un témoignage sous serment. Il représente un risque grave pour la communauté. Les autorités ont donc agi correctement en ordonnant l'euthanasie. » Elle déposa l'affidavit du prétendu John Davies. Le juge Monroe parcourut le document. « Avez-vous vérifié la crédibilité de ce témoin, maître Cheng ?» Elle sourit. « Il s'agit d'un témoignage sous serment. Il est donc considéré comme fiable jusqu'à preuve du contraire. » Ethan sentit la colère lui mordre le ventre. Owen posa une main discrète sur son bras pour le calmer. Maître Patterson, le juge à la retraite qui représentait maintenant Ethan, se leva à son tour, volontairement lent, maîtrisant parfaitement la tension dramatique. « Votre honneur, nous avons des preuves que ce témoignage est frauduleux. Le témoin n'existe pas à l'adresse indiquée. La maison est vide depuis des mois, et nous avons établi que l'homme qui affirme avoir été attaqué se trouvait en réalité à plus de 200 km de là au moment supposé des faits. « Avez-vous apporté ces preuves ?» demanda le juge. « Pas sous forme certifiée, pas encore, » répondit Patterson honnêtement. La juge Cheng sourit en coin. « Donc ce ne sont que des suppositions. » Patterson répliqua « Des suppositions fondées. » Et appuyé par un autre élément déterminant, l'ancien maître chien de Valor, présent ici même, peut attester que le chien n'a jamais quitté sa base durant la période concernée. Un murmure parcourut la salle lorsque Michael Jacobs se leva. Son uniforme militaire, sa posture impeccable, attirèrent l'attention de tous. « Je peux témoigner sous serment, dit-il d'une voix forte. Valor était avec moi. Chaque jour, chaque heure. Je possède les logs GPS, les rapports de garde et les vidéos de surveillance. Il n'a jamais quitté ma supervision. » La juge Cheng tenta de se redresser. « Nous n'avons pas reçu ces documents à temps pour vérification, votre honneur. Ils ne peuvent être acceptés dans cette audience. » Mais Patterson intervint. Toutefois, la présence du maître chien sous serment est recevable. Le juge a autorité pour l'entendre immédiatement. Kenneth réfléchit longuement, puis « Je vais l'entendre. Approchez, lieutenant Jacobs. » Jacobs prêta serment. Puis Patterson commença. « Lieutenant, pouvez-vous confirmer à la cour le comportement habituel de Valor ? Valor est un chien exceptionnel, stable, courageux. Il m'a protégé durant notre intervention. Il n'a jamais manifesté d'agressivité non provoquée. Le jour de l'incident présumé, il était à la base avec moi. » La juge Cheng s'avança comme un serpent. « Lieutenant, vous avez été blessé lors de l'explosion, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, j'ai subi une fracture, ce qui signifie que votre mémoire pourrait être altérée par le traumatisme. » Jacob la fixe droit dans les yeux. « Ma mémoire n'est pas altérée, et les logs sont là pour le prouver. Je les remettrai dès que possible. » La juge Cheng se tourna vers Kenneth. « Votre honneur, tout ceci n'est que témoignage non vérifié. Nous avons un témoin sous serment affirmant une agression. Nous avons des éléments de dangerosité. Et surtout, une enfant a été laissée dans une cage avec ce chien pendant la nuit. Quel parent responsable permettrait cela ?» Elle jeta un regard cruel vers Ethan. Le juge Monroe fronça les sourcils. « Maître Cheng, je vous prierai de ne pas attaquer la vie privée des familles ici dans cette salle. » Lily baissa les yeux, les mains crispées. Ethan lui murmura à l'oreille « Ce n'est pas ta faute ». Puis vint le moment inattendu. Patterson déclara « Votre honneur, nous aimerions présenter un témoin supplémentaire. Une personne qui a directement observé le comportement de Valor. »« Qui donc ?» demanda le juge. Patterson regarda Lily. Un frisson parcourut immédiatement la salle. Ethan se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Non, Patterson, non. C'est une enfant. »
C'est la seule personne qu'il a vue dans les dernières 24 heures, répondit Patterson doucement. Kenneth fixa Lily, hésitant, puis guidant un geste rare chez lui, presque humain, il dit « La cour accepte d'entendre la jeune fille. » Un silence total tomba. Lily Monroe, 9 ans, mutique depuis 6 mois, s'avança à petits pas devant le pupitre. Ses mains tremblaient un peu. Elle se hissa sur la pointe des pieds pour atteindre le micro. Kenneth adoucit sa voix. « Mademoiselle Monroe, veux-tu nous dire ce que tu sais ?» Lily inspira et parla. « Valor n'est pas méchant. » Sa voix tremblait, mais elle continuait. « Il est triste, comme moi. » Elle avala sa salive, chercha Ethan du regard. Il lui sourit avec douceur. Il a peur parce qu'on lui a fait mal. Mais, quand je suis triste, il vient me voir, il se couche contre moi, il me protège, comme avant, quand j'étais petite. Un murmure parcourut la salle. La juge Cheng roula des yeux, agacée. Mais Lily continua plus fort. « Valor m'a aidé à reparler. Hier, je n'avais plus parlé depuis... » Elle s'interrompit, les yeux brillants. « Depuis que maman est partie, le cœur d'Ethan se serra si fort qu'il crut tomber. Valor a besoin de nous. Et nous, on a besoin de lui. » Un silence monumental. Une salle entière suspendue aux mots d'une enfant. Le juge Kenneth Monroe ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, son regard n'était plus de marbre. Mais l'affaire n'était pas encore gagnée. « Merci Lily, dit-il doucement. Tu peux retourner t'asseoir. » Elle rejoignit Ethan, qui la serra tendrement contre lui. Le juge se tourna ensuite vers Patterson. « Avez-vous autre chose à présenter ?»« Oui, votre honneur, répondit-il. Les vidéos montrant la maltraitance subie par Valor. » La juge Chang bondit. « Objection. Elles ne sont pas authentifiées officiellement. Elles pourraient être falsifiées. » Mais Kenneth trancha, « Je vais les visionner. » Le greffier projeta sur l'écran de la salle la première vidéo, celle de George Patterson montrant Sarah frappant Valor avec la matraque électrique. Un frisson de dégoût traversa la salle. Kenneth serra les mâchoires, les doigts crispés sur l'accoudoir. Deuxième vidéo, Sarah hurlant pour provoquer Valor, renversant son bol d'eau. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, choqués. La juge Chang tenta de parler. « Votre honneur, ces vidéos ne... » Kenneth leva la main. « Ça suffit. » La salle se tut instantanément. « J'ai entendu votre argumentation. J'ai vu les vidéos, j'ai entendu les témoins, j'ai vu les incohérences de l'accusation et la disparition suspecte de la principale plaignante. » Il marqua une pause. « Je vais rendre ma décision après consultation à huis clos. » Puis il frappa son marteau. Suspension de séance. La panique remonta immédiatement dans la gorge d'Ethan. Il prit Lily dans ses bras. « Peu importe ce qu'il décide, on s'est battu. » Owen, Rebecca, Jacobs et Maggie les rejoignirent dans le couloir. « Il a entendu Lily, » murmura Rebecca. « Ça change tout. » Jacobs ajouta. « Il a vu la vérité. Maintenant, il doit choisir le courage. » 1 heure passa, puis une deuxième, puis un huissier apparut enfin. Reprise de l'audience numéro 4. Tout le monde reprit sa place. Le juge Kenneth Monroe entra. Son visage était impassible. Ethan sentit son cœur cogner. Lily serra son bras. Le monde retint son souffle. Lorsque le juge Kenneth Monroe reprit place derrière son pupitre, la salle d'audience se figea littéralement. Aucun souffle, aucun mouvement. Même les journalistes cessèrent de manipuler leurs stylos, comme si le moindre bruit risquait de faire basculer le destin du chien dont tout le monde parlait depuis 2 jours. Le juge observa longuement les documents devant lui, puis leva les yeux vers la salle. Sa voix, lorsqu'elle résonna, était profonde, solennelle, chargée d'une tension que seule une décision difficile pouvait porter. Après examen attentif de l'ensemble des éléments présentés, commença-t-il. Ethan sentit ses mains devenir moites. Lily, assise juste à côté, lui prenait le poignet entre ses doigts minuscules, comme si elle tentait de le retenir au cas où son cœur tenterait de s'échapper. Le juge poursuivit. Je constate que la vidéo enregistrée par M. Patterson montre une agression visible et manifeste contre l'animal. Ce point ne fait aucun doute. Je constate également que la plaignante, Madame Sarah McKinley, a quitté son domicile et ne s'est pas présentée devant la cour, ce qui porte gravement préjudice à la crédibilité de ses déclarations. Il feuilleta un autre document. Concernant l'affidavit fourni par un certain John Davies, la défense a démontré que l'adresse est fausse et que le prétendu témoin ne réside pas dans ce lieu. Ces incohérences constituent un motif sérieux de suspicion. La juge Cheng tenta de se lever, mais Kenneth la cloua d'un seul geste. « Asseyez-vous, maître. » Elle obéit.
Un murmure d'approbation parcourut la salle, puis Kenneth se tourna vers Jacobs. J'ai entendu le témoignage du lieutenant Jacobs, dont l'intégrité et le professionnalisme sont reconnus. Son attestation que Valor n'a jamais quitté sa base durant la période concernée annule la possibilité de l'attaque alléguée par M. Davis. Il prit une inspiration, puis posa ses mains à plat sur le bureau. Chaque personne dans la pièce s'inclina inconsciemment vers l'avant. Le moment du verdict. Ce chien a servi la communauté pendant 5 années. Il a sauvé 12 vies humaines. Il a été blessé dans l'exercice de ses fonctions. Et il a été abandonné par le système au moment où il avait lui-même besoin d'aide. Son regard se posa sur Lily. Il est clair que Valor n'est pas un animal dangereux, mais un animal traumatisé, et qu'il possède encore un potentiel immense pour être soigné et réhabilité. La juge Chung se raidit. Le juge Monroe redressa son dos et prononça enfin d'une voix forte et irrévocable « L'ordre d'euthanasie est annulé avec effet immédiat. Le chien Valor est confié à la garde exclusive de M. Ethan Monroe sous réserve d'un programme complet de réhabilitation comportementale et d'un suivi mensuel pendant 1 an. » La salle explosa. Des applaudissements, des pleurs, des cris de joie. On aurait dit une libération après un procès historique. Lily lâcha un petit hoquet, puis, incapable de se retenir, se jeta dans les bras de son père. Ethan éclata en larmes pour la première fois depuis l'accident. Pas des larmes de peine, des larmes de soulagement, de victoire, de renaissance. Patterson, le juge à la retraite, essuya une larme discrète avant de serrer la main d'Ethan. « Ta fille est la plus courageuse de vous deux. » Jacobs posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Je savais que ce chien ne pouvait pas disparaître comme ça. Pas après tout ce qu'il a vécu. Pas après ce qu'il vous a donné. » Même le greffier esquissa un sourire. La seule personne immobile, comme sculptée dans la glace, était Maître Cheng, les lèvres pincées. Elle rassembla ses dossiers sans un bruit. Elle savait qu'elle avait perdu. Kenneth frappa de son marteau. Audience levée. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle par la porte latérale, il s'arrêta. Il se tourna vers Ethan. Pour la première fois depuis des années, son visage se fissura d'un sourire discret, presque imperceptible. « Ne me fais pas regretter cette décision, neveu. » Ethan hocha la tête avec respect. « Jamais, monsieur le juge, je vous le promets. » Le trajet du palais de justice au refuge ne prit que 15 minutes, mais pour Lily, ce furent les 15 minutes les plus longues de sa vie. Elle ne cessa de taper doucement ses pieds d'impatience à l'arrière du véhicule, surveillant l'heure avec des yeux anxieux. Elle serrait entre ses doigts le petit carnet où elle dessinait Valor depuis des mois. Maggie les attendait dehors, entourée de bénévoles, de vétérinaires et du personnel. Lorsque la voiture d'Ethan se gara, un silence envahit spontanément la foule. Lily sortit en premier. Quand Maggie vit son visage illuminé, elle comprit immédiatement. « Ils ont gagné !» souffla-t-elle. Puis plus fort, « Ils ont gagné !» Les cris explosèrent aussitôt. « Valor est sauvé ! Bravo Lily ! Justice pour les Eros !» Lily courut alors à travers le hall du refuge jusqu'à l'enclos de Valor. Maggie avait déjà ouvert la porte de la cage avant même qu'elle n'entre. Valor surgit d'un bond, comme un torrent d'émotions comprimées depuis trop longtemps. Il se précipita vers la fillette et posa ses pattes avant sur ses épaules, la couvrant de l'échouille tremblante. Lily éclata de rire, un rire lumineux, libre, qui rebondit sur les murs du refuge. Ethan, debout dans l'encadrement de la porte, sentit son cœur se reconstruire en temps réel. Maggie, en larmes, lança « Si ça, c'est pas un miracle !» Rebecca hocha la tête. « Non, c'est de la guérison, pure et simple. » Valor, surexcité, tourna alors la tête vers Ethan. Puis il fonça droit sur lui sauta presque dans les bras comme un enfant retrouvé après des années de séparation. Ethan tomba à genoux et Valor enfouit sa tête contre sa poitrine, le souffle fort, presque sanglotant. Ethan le serra de toutes ses forces. « Je suis là, mon grand. Je te laisse plus jamais. Plus jamais. » Jacob s'approcha ensuite, posant la main sur le dos puissant du chien. « T'as fait ton boulot jusqu'au bout, mon vieux. Maintenant, repose-toi. T'as gagné. » Rebecca s'avança avec un dossier. « J'ai contacté la docteure Martinez, spécialiste en comportement canin. Valor commencera son programme de réhabilitation jeudi. Je l'ai inscrit en thérapie progressive pour PTSD canin. Tout ce qu'il faut, » répondit Ethan sans hésiter. Lily, elle, avait déjà pris la laisse. Elle regarda son père avec un sourire timide mais rayonnant. « Papa, on peut rentrer à la maison avec lui ?» Ethan posa une main sur sa joue. « Oui, ma chérie, il rentre à la maison, pour toujours. » La porte du refuge s'ouvrit derrière eux, laissant entrer la lumière dorée du soleil. Et pour la première fois depuis des mois, tous trois sortirent ensemble. Une famille reconstruite.
La première soirée de retour à la maison fut un mélange étrange de normalité et de magie. Valor inspecta chaque pièce, comme pour s'assurer que l'endroit n'abritait aucune menace. Lily lui montrait les endroits importants. La salle de jeu, le coin où elle dessinait, la photo de sa maman sur le buffet. À chaque fois qu'elle pointait quelque chose, Valor tournait son regard sombre vers elle comme s'il comprenait. Dans la chambre de Lily, une grande corbeille pour chien avait été installée à côté de son lit. Mais Valor, trop grand pour le panier, préféra s'allonger carrément sur le tapis, la tête posée au bord du lit de la fillette. Quand Lily commença à lire quelques phrases d'un livre, sa voix un peu tremblante, Valor la fixait avec une attention sacrée. Ethan, adossé à la porte, ne put retenir un sourire mêlé de larmes. La thérapie commençait déjà. Et elle fonctionnait. Mais malgré la joie, une dernière menace planait encore. Les poursuites contre Macmillan et Sarah McKinley n'étaient pas terminées. Et quelqu'un n'allait pas se laisser couler si facilement. Mais pour l'instant, la nuit appartenait à la paix retrouvée. Les jours qui suivirent la victoire judiciaire furent à la fois doux et tumultueux. Doux parce que Lily retrouvait peu à peu sa voix, comme si chaque mot qu'elle prononçait libérait une part des ombres qu'elle portait depuis l'accident. Tumultueux parce que l'affaire de la corruption explosa comme une bombe dans toute la ville de Fresno. Le mardi matin, 3 agents du FBI frappèrent à la porte du bureau du procureur adjoint Macmillan. En moins de 10 minutes, il était menotté, escorté sous les flashs des journalistes, inculpé pour fraude, manipulation de dossiers publics, obstruction à la justice et association de malfaiteurs. Sa chute fut aussi brutale que rapide. Sarah McKinley, retrouvée dans un motel de Bakersfield, fut arrêtée le lendemain. Elle tenta bien de nier, inventant encore des mensonges de dernière minute, mais les vidéos, les témoignages et la fuite elle-même scellèrent son sort. Elle serait jugée pour maltraitance animale aggravée, fraude répétée et vengeance abusive. Quant à Carl Jennings, le faux témoin, il avoua tout dans la minute où Owen le confronta, acculé par les preuves. Il révéla même que Macmillan l'avait aidé à rédiger la fausse déclaration. Des aveux précieux mais inutiles pour Valor. Ce combat-là était déjà gagné. Le jeudi arriva vite. C'était le jour de la première séance de thérapie comportementale de Valor chez la docteure Elena Martinez, l'une des plus respectées du pays. Son cabinet se trouvait dans une petite clinique lumineuse aux murs chargée de photos d'animaux réhabilités. Lily tenait la laisse avec une fierté non dissimulée et Valor marchait à ses côtés comme un chevalier escortant sa princesse. Elena les accueillit avec un sourire chaleureux. « Voilà donc le célèbre Valor, dit-elle. J'ai entendu beaucoup de choses sur toi. » Le chien la fixa longuement. Elle comprit immédiatement. « Oui, je sais. Tu as vécu des choses terribles. Mais tu es en sécurité maintenant. » La séance dura 1 heure. Tests sensoriels, approche graduelle, exposition contrôlée à des stimuli similaires à ceux qui l'avaient traumatisé. Et surtout, un élément clé. Valor refusait de se détacher de Lily. Il suivait la fillette du regard comme si elle était sa boussole. Elena sourit à la fin. « Ce chien ne guérira pas sans elle, déclara-t-elle. Et elle non plus ne guérira sans lui, murmura Ethan. La vétérinaire hocha la tête. C'est rare, mais parfois, 2 traumatismes s'imbriquent et se répartent ensemble. Valor n'est pas seulement ton chien, Lily. Il est ta thérapie. Et toi, tu es la sienne. » Lily sourit timidement, rougissante. Valor posa sa tête contre son ventre, confirmant silencieusement la vérité. Le week-end suivant eut lieu un événement que nul n'aurait imaginé quelques semaines plus tôt. La cérémonie officielle de retraite de Valor, organisée par le service de police de Fresno. Le chef du département, embarrassé par les révélations, s'était engagé à rectifier ses erreurs. L'événement se tenait sur une grande place devant l'hôtel de ville. Des chaises blanches alignées, des drapeaux, des uniformes impeccablement repassés et une foule nombreuse venue honorer un héros qu'on avait voulu effacer. Ethan, en tenue, restait près de Lily. Valor, équipé d'un harnais sombre, retraité, service K9, se tenait droit, un peu nerveux mais soutenu par la présence de la petite fille. Lorsque le chef annonça « Pour son courage exceptionnel, pour les vies sauvées et pour un dévouement total au service de la communauté, nous déclarons aujourd'hui Valor officiellement retraité avec les plus grands honneurs. » Lily applaudit la première. Valor poussa un léger aboiement grave comme une réponse, puis un officier plaça autour de son cou une médaille en forme d'étoile. La médaille scintilla, la foule aussi, mais d'émotion. Ethan sentit sa gorge se serrer. Il posa une main sur la tête du chien. « Tu l'as mérité, mon vieux. Tu l'as tellement mérité. » Jacobs, venu exprès de Caroline du Nord, s'approcha.
Il salua Ethan, puis s'agenouilla devant Valor. « Je dois repartir demain, dit-il. Mais je voulais le voir recevoir ce qu'il mérite. » Valor posa sa patte sur sa cuisse, un geste qui ressemblait presque à une poignée de main d'adieu. Jacob sourit tristement. « Je ne t'oublierai jamais. » Lily, émue, s'avança et serra Jacobs dans ses bras. « Merci de revenir pour lui et pour nous. » Jacobs, touché, lui caressa doucement l'arrière de la tête. « Tu es très courageuse, Lily. Tu as fait ce que même des adultes n'auraient jamais osé faire. Tu l'as sauvée. » Le lendemain, la vie reprit un rythme plus doux. Lily riait plus souvent. Elle mangeait mieux. Elle parlait un peu chaque jour. Ethan retrouvait la joie simple d'entendre sa fille raconter des anecdotes, poser des questions, commenter des livres. Son cœur, longtemps brisé, commençait enfin à cicatriser. Valor dormait au pied de son lit, veillant sur elle comme un ange gardien massif et silencieux. Parfois, la nuit, il se réveillait en sursaut, souvenirs d'explosions, cris, odeurs de fumée. Mais Lily avait développé une manière incroyable de le calmer. Elle posait simplement sa main sur son museau. « C'est fini maintenant », murmurait-elle, et Valor se recouchait, comme si cette petite voix détenait un pouvoir que rien d'autre ne pouvait offrir. Ethan les observait souvent à travers la porte entrebâillée. Il se disait que jamais aucun thérapeute, aucune institution, aucune formation n'aurait pu accomplir ce lien. C'était quelque chose d'indescriptible, quelque chose de pur. Pourtant, un soir, alors que les choses semblaient enfin stabilisées, une enveloppe arriva dans leur boîte aux lettres. Aucune adresse, aucun timbre, juste un papier glacé contenant une phrase écrite au feutre noir. « Cette affaire n'est pas terminée. » Ethan sentit le froid lui remonter la colonne vertébrale. Ce n'était pas l'écriture de Macmillan, ni celle de Sarah. C'était une écriture inconnue. Et au dos, un second message. « Valor n'est pas le seul chien que votre système a sacrifié. » Ethan comprit alors qu'il n'avait pas seulement sauvé un chien. Il avait mis au jour quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose de plus vaste, de plus enraciné, de plus sombre. Il rangea l'enveloppe dans un tiroir hors de vue de Lily, puis se tourna vers Valor qui observait la scène, oreilles dressées. « On dirait qu'on n'a pas fini de se battre », murmura-t-il. Valor inclina légèrement la tête comme s'il acceptait déjà ce nouveau combat. Lily entra dans la pièce, un dessin à la main. « Papa, regarde, c'est nous trois, et on est dans la lumière. » Ethan sourit. Exactement. Dans la lumière, même si des ombres rôdaient encore, ce soir-là, il sentit quelque chose naître en lui. La force de ceux qui ont retrouvé un sens. Une mission, une famille. Il savait désormais qu'il protégerait Lily et Valor contre n'importe quel ennemi. Même ceux tapis dans l'obscurité. Même ceux qui n'avaient pas encore révélé leur vrai visage, car il n'était plus seul. Il avait sa fille. Il avait Valor. Et ensemble, rien ne pourrait désormais les briser.